monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Fin à Dakar, au Sénégal, du premier forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Au cours des débats, le président tchadien appelle l'OTAN à assumer sa responsabilité dans le chaos qui règne actuellement en Libye. Réduire le taux de mortalité maternelle à travers un espacement des naissances, tel est l'objectif de la campagne de communication lancée ce mardi au Niger. Et c'est une première dans l'histoire du christianisme. L'église anglicane vient d'ordonner une femme évêque en Angleterre. Voilà pour le sommaire. Après 2 jours de débat à Dakar au Sénégal, le premier forum international sur la paix et la sécurité a donc clos ses travaux ce mardi et sur le chaos en Libye qui a focalisé l'attention des chefs d'État présents. Le sujet a même suscité quelques échanges tendus autour de la responsabilité de l'OTAN. Écoutons le président tchadien qui ne mâche pas ses mots. La destruction de la Libye. Mon frère disait que c'était le travail inachevé. Non, le travail a été achevé. L'objectif recherché étant l'assassinat de Kadhafi, mais pas autre chose. Pas autre chose. Donc, disons-nous que le travail a été achevé. Mais ce qu'il n'a pas eu, c'est le service après-vente. La solution n'est pas entre nos mains. La solution, c'est entre les mains de l'OTAN, qui a créé le désordre, n'a qu'à aller ramener le désordre, l'ordre. Autre titre de ce journal, lancement mardi à Niamey au Niger de la campagne de communication en faveur du planning familial. C'était donc hier sous le parrainage de la première dame, Dr Lala Malika Issoufou. Cette campagne vise à réduire le taux de mortalité maternelle à travers un espacement des naissances. Sarki Aboubakar Razagabashi avec notre bureau à Niamey. Au Niger, l'enquête démographique de santé en 2012 indique qu'une femme sur 10 utilise la contraception moderne. Le taux de mortalité maternelle est de 535 décès pour 100 000 naissances. Promouvoir la contraception dans les familles reste cependant difficile. L'élaboration de cette stratégie a été précédée par une analyse de communication qui a identifié les principaux obstacles suivants à l'espacement des naissances. La perception d'un antagonisme entre la planification familiale et la religion. La désapprobation des maris, la peur des effets secondaires et surtout de l'infertilité après l'utilisation de contraceptifs, le peu d'autonomie des femmes, la qualité de l'accueil et des conseils prodigués par les agents de santé. Cette campagne de communication nationale sur la planification familiale constitue un support déterminant dans le changement de comportement. Passer une naissance d'une grossesse d'au moins 2 ans, ça permet de réduire cette mortalité-là. Donc il s'agit pour nous maintenant de porter l'information vers la population par rapport aux avantages de l'espacement de naissance, par rapport aux différentes méthodes disponibles modernes pour l'espacement de naissance et surtout où aller chercher ces méthodes-là. Lancée ce jour, la campagne durera 3 mois et s'étendra sur tout le territoire national. Signature cet après-midi à Bamako, Mali, d'une convention de financement entre l'École supérieure de journalisme de Lille et la Maison de la presse de Bamako. Donc la maison pour la formation de 16 journalistes déjà en activité pendant 18 mois. Ils suivront une douzaine de modules pour renforcer leurs compétences. La formation est financée par la coopération française. Je vous propose d'écouter M. Mohamed Al-Bachar Touré, le président, le directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle, au micro de nos reporters Abdoulaye Maïga et Daouda Doumbia. L'objet de la présente rencontre, c'est de procéder de façon officielle
à la signature du protocole d'accord de collaboration entre le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA et la Maison de la Presse dans le cadre du renforcement des compétences des hommes de médias, notamment de la presse écrite et des radios libres. La convention proprement dite porte sur la période 2014-2015. Vraiment, le FAFPA est très fier et honoré, le ministère de l'Emploi, de façon générale, est très fier et honoré à travers la signature de ce protocole entre le FAFPA et la Maison de la Presse. Dans l'actualité également, effondrement d'un immeuble à Nairobi au Kenya, les secouristes ont réussi à sortir 7 survivants des décombres. On ignore pour l'instant s'il y a de morts dans ce drame. Les autorités locales pointent du doigt les constructions anarchiques et appellent au respect de la loi en la matière. Au Pakistan, c'était une folie meurtrière des talibans. Hier, alors que les élèves passaient leur examen de fin d'année, un commando taliban est entré dans l'établissement pour enfants des militaires à Peshawar. Ils ont tué 132 élèves et 9 enseignants. Après 17 heures de siège, ils ont été abattus par l'armée pakistanaise. Le pays est sous les chocs, images de recueillement et immense émotion à Peshawar. À la nuit tombée, les familles célèbrent les funérailles de leurs enfants. Des dizaines d'habitants de Peshawar sont venus prier auprès de la dépouille de cet adolescent, tué mardi matin dans son école par les talibans pakistanais. Il n'avait que 15 ans et il était au collège. J'étais au tribunal quand quelqu'un m'a appelé pour me dire ce qu'il s'était passé. Je me suis précipité à l'hôpital. Il a reçu une balle dans la poitrine et une autre dans la main. Comme le fils de Fazal Khan, plus de 130 écoliers ont été abattus dans une école où sont scolarisés principalement des enfants de militaires. Les talibans disent avoir voulu se venger des opérations de l'armée pakistanaise dans leur bastion. Ces enfants représentaient le futur du Pakistan. C'étaient des étudiants. Qu'est-ce qu'ils savaient à faire avec une opération militaire? Il est environ 10h30 du matin lorsque les talibans prennent l'école d'assaut, vêtus d'uniformes militaires. La journée d'école a commencé. Près de 500 élèves âgés entre 10 et 20 ans se trouvent à l'intérieur. Les talibans sont entrés par l'arrière de l'école, ils ont découpé la clôture et sont passés au travers, puis ils ont pénétré à l'intérieur du bâtiment. Ils sont allés dans l'auditorium où tous les écoliers passaient leurs examens et ils ont commencé à tirer sans distinction. Selon des témoins, les assaillants sont ensuite passés de classe en classe pour abattre les enfants. Il a fallu 7 heures à l'armée pakistanaise pour reprendre le contrôle du bâtiment. Tous les talibans sont morts à l'issue de l'attaque. Et les condamnations internationales sont unanimes, à commencer par celle assez inédite de l'Inde, le voisin ennemi du Pakistan. Ils sont indiens et de la même génération que les enfants pakistanais tués dans l'attaque à Peshawar. Avant eux, les autorités indiennes ont tenu à rendre hommage aux voisins pakistanais, alors même que les relations entre les deux pays sont tendues, notamment au sujet du terrorisme. Le Pakistan, endeuillé, a ainsi reçu le soutien officiel du gouvernement indien pour lutter contre le terrorisme. Aucun mot ne peut décrire le sentiment d'horreur que cela nous inspire. Nous sommes profondément révoltés par cette attaque terroriste. Ce ne sont pas que des enfants innocents qui ont été massacrés aujourd'hui, mais c'est toute l'humanité. En visant une école gérée par l'armée, c'est le symbole de l'autorité pakistanaise qui est visé. Plus d'une centaine de victimes, la plupart des enfants, et un pays sous le choc. Le prix Nobel de la paix Malala, elle-même victime des talibans pour avoir défendu le droit des filles à une éducation, a dénoncé des actes atroces. Nous sommes aux côtés des familles et de ces enfants qui ont été blessés, qui sont traumatisés. Il est temps de nous unir. J'appelle la communauté internationale, tous les dirigeants du Pakistan, tous les partis politiques, tout le monde à se dresser contre le terrorisme. Nous devrions faire en sorte que tous les enfants soient en sécurité et reçoivent la meilleure éducation possible. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lui aussi condamné l'attentat des talibans, parlant d'un acte odieux et lâche. Aucune cause ne peut justifier une telle brutalité. Aucune doléance ne peut justifier ces horreurs. Avoir accès à l'éducation est le droit de chaque enfant. Aller à l'école ne devrait pas être un acte de courage. Venant du monde entier, les réactions des gouvernements étrangers se sont multipliées.
Les talibans afghans, eux aussi, ont dénoncé cette attaque, estimant que l'assassinat d'innocents, d'enfants et de femmes était contraire aux règles de l'islam. Cela fait des mois que le monde politique américain se demandait si Jeb Bush va ou non se présenter à l'élection présidentielle de 2016. Eh bien, le frère de George Bush a fait un premier pas en direction d'une candidature après avoir longtemps laissé planer le doute. Il aura suffi d'un message sur les réseaux sociaux pour confirmer une rumeur qui montait depuis plusieurs semaines. Jeb Bush vise bien la Maison-Blanche en 2016. J'ai décidé d'explorer activement la possibilité d'être candidat à la présidence des États-Unis, écrit-il. L'ancien gouverneur de Floride, aujourd'hui dirigeant d'une fondation, espère donc accéder à la fonction suprême 27 ans après son père et 15 ans après son frère, même si face aux caméras, il préfère jouer au bon père de famille plutôt qu'au professionnel de la politique. Cela fait juste partie du processus d'une réflexion sérieuse sur une éventuelle course à la présidence. Pour être honnête avec vous, je suis plutôt concentré sur Noël en ce moment. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire les courses de Noël pour ma famille. Celui qui s'est fait connaître en 2000 à cause des irrégularités dans le dépouillement des urnes dans son État n'en est qu'au stade embryonnaire de sa campagne pour les primaires républicaines. Les sondages le donnent néanmoins en tête face à ses adversaires potentiels, malgré une image plutôt libérale qui passe mal sur l'aile droite du parti, notamment sur les questions liées à l'immigration. Mais son plus grand point faible reste son nom de famille. Après George Bush père et George Bush fils, le frère cadet pourrait être le troisième de la dynastie à diriger le pays en moins de 30 ans. De quoi renforcer le sentiment des Américains d'avoir une classe politique aux mains d'une oligarchie. D'autant que s'il est choisi par son camp, Jeb Bush devrait affronter la probable candidate démocrate, Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État et femme de l'ancien président Bill. Encore une affaire de famille. En Grèce, c'est une élection à haut risque. Le Parlement vote pour élire le nouveau chef de l'État. Un seul candidat en lice, celui du gouvernement, dont le rôle sera essentiellement honorifique. C'est également historique, soutien du Parlement européen à la reconnaissance d'un État palestinien, un soutien de principe. L'enjeu pour les eurodéputés, c'est d'encourager la reprise du dialogue, car convaincus que leur vote va donner une impulsion à de véritables négociations de paix. Dans le même temps, le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à se prononcer sur un projet de résolution réclamant la fin de la colonisation israélienne. Un jour derrière le pupitre des Nations Unies, en tant que président de la Palestine indépendante. Plus question d'être un observateur, le dirigeant palestinien passe à l'offensive diplomatique. Ce mercredi, il devrait déposer un projet de résolution à l'ONU réclamant la fin de l'occupation israélienne. Une première étape avant l'indépendance. Ce texte doit être présenté aux 15 membres du Conseil de sécurité. Cette initiative, en d'autres termes, vise à internationaliser le conflit israélo-palestinien le plus possible. C'est le but principal de l'autorité palestinienne. Sur ce point, c'est déjà une victoire pour Mahmoud Abbas, surfant sur le soutien croissant des parlements européens qui se prononcent pour la reconnaissance d'un État palestinien indépendant. Cela s'est accéléré encore ces dernières 48 heures. À Paris, à Londres ou encore à Rome, la question palestinienne est sur la table. Représentants arabes et israéliens sont conviés avec comme arbitre des discussions le secrétaire d'État américain John Kerry. Les États-Unis, alliés fidèles d'Israël, brandissent la menace du droit de veto pour édulcorer le projet de résolution. Une date précise en forme d'ultimatum pour la fin de l'occupation devrait être écartée. Nous connaissons tous le risque d'une escalade qui est constant et réel. C'est pourquoi il est impératif de faire retomber la température. Alors la diplomatie française est en première ligne pour proposer des observations de compromis. Mais si le texte est bien déposé, ce serait l'occasion pour le Conseil de sécurité de l'ONU de s'exprimer sur le dossier israélo-palestinien. Une première depuis 5 ans. C'est un jour qui fera peut-être date dans l'histoire du christianisme. Pour la toute première fois de son existence, l'Église anglicane vient de nommer une femme évêque en Angleterre. Un pas vers la parité. Voici la première femme nommée évêque par l'Église anglicane d'Angleterre. Et ses premiers mots sont pour les victimes du massacre au Pakistan. Je vous invite à vous joindre à moi dans un moment de silence, en mémoire de ceux qui sont morts et de prier pour tous ceux qui sont touchés. Je vous invite à vous lever.
Dieu, sois miséricordieux avec le peuple du Pakistan et avec tous ceux qui sont endeuillés. Écoute notre prière pour la paix et la justice. Jusqu'ici, la révérende Libby Lane, officier comme vicaire dans le diocèse de Chester, à 48 ans, elle entre dans l'histoire de la religion en étant nommée évêque de Stockport près de Manchester. C'est un jour remarquable pour moi et je m'en rends compte. Un jour historique pour l'Église. Je suis honorée et reconnaissante d'être appelée à servir comme le prochain évêque de Stockport. Et enthousiaste aussi, bien qu'un peu intimidée, que l'on me confie un tel ministère. La désignation de Libby Lane intervient un mois après l'adoption d'une réforme historique par le synode général de l'Église anglicane, réforme ouvrant la voie à l'ordination de femmes évêques 20 ans après celle des femmes prêtres. Du sport avant de refermer ce journal, vous le saviez déjà, c'est sûr, du 17 janvier au 8 février 2015, la Guinée équatoriale va organiser la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Plusieurs pays qualifiés ont dévoilé leur programme de préparation. Voyons tout cela dans ce commentaire de Mahmoud Kabadiakiti. La fédération algérienne a dévoilé les noms des 23 joueurs retenus pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2015, prévue du 15 janvier au 8 février en Guinée équatoriale. Ishak Belfodil ou Foued Kadir en font partie, contrairement à Hassan Yebda, Nabil Gilas, Liassine Gadamouro ou Mehdi Mostefa. Ces deux derniers figurent dans une liste de 7 réservistes. Christian Gourkov, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, n'a pas perdu de temps. Il a dévoilé la liste des 23 joueurs retenus pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations plus d'un mois avant le premier match des Fennecs à la CAN 2015, le 19 janvier à Mongomo face à l'équipe d'Afrique du Sud. Le Français a conservé 18 des 23 joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde 2014 sous les ordres de Khalid Halidouzik. Côté tunisien, depuis lundi, on sait comment la Tunisie va se préparer pour aborder la CAN 2015 qui se disputera sans le défenseur Aladine Yahya. Le sélectionneur Georges Leskens, devant la presse, a dévoilé le programme de préparation des Aigles de Carthage. Au menu, 3 stages et 3 matchs amicaux jusqu'au début de la compétition en Guinée équatoriale. Un premier stage du 2 au 8 janvier à Monastir avec un match amical contre les adversaires encore à définir le 7 janvier. Puis un second du 8 au 12 janvier à Hammamet avec la rencontre amicale contre l'Algérie le 11 janvier à Hadez. Enfin, un troisième stage du 12 au 14 janvier à Monastir avec un dernier match amical contre un adversaire qui reste encore à définir. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Guinée ont également dévoilé leur plan de préparation. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite des programmes tout à l'heure à 20h30. Vous retrouverez l'équipe de basketball dans Rebon. Aminata Mariko reçoit Jean-Claude Sidibé, le président de la Fédération malienne de basketball. Et à 21h30, Afrique Info, première partie à 22h15. Votre la suite de votre feuilleton Saloni. Passez d'excellents moments à notre compagnie. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.